Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'histoire des bibliothèques de prison. Nous allons attendre encore une petite minute vu que de nombreux participants se connectent encore. Et en attendant, je vais vous présenter le contexte de ce webinaire. Ce webinaire est organisé par Normandie Livre et Lecture dans le cadre du groupe d'échange sur la lecture en milieu pénitentiaire animé par l'association. Quelques petites informations avant de commencer. Donc, vous avez accès sur le côté de votre écran à un chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions au long des 2 interventions que nous allons suivre ce matin. Et nous traiterons les questions plutôt en fin de matinée. Nous reprendrons toutes les questions à ce moment-là pour les traiter tranquillement. Donc, ce webinaire est enregistré automatiquement. Un lien vous sera automatiquement envoyé par mail à l'issue de la session et il sera mis en ligne sur le site internet de Normandie Livre et Lecture et sur le site internet de Culture Justice en Normandie. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et je vais laisser la parole à Marion Kerdraon, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, référente nationale des politiques culturelles à la direction de l'administration pénitentiaire, qui va commencer par nous présenter un état des lieux actuel des bibliothèques de prison. Marion, à vous. Qui est déconnecté, donc petit problème d'internet, c'est les aléas. On va attendre de voir si elle arrive à se reconnecter. Marion, est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Oui, il ne faut pas que ce soit moins fort que ça, mais on t'entend. Très bien. Alors, excusez-moi pour cette déconnexion. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Normandie Livre et Lecture et plus particulièrement Mathilde Bénard pour l'organisation de ce webinaire ainsi que pour cette invitation à introduire ce moment consacré à la question des bibliothèques en détention. Donc, après des propos introductifs, mon intervention se fera autour de 2 thématiques principales, à savoir la politique générale autour des bibliothèques en détention et les résultats, l'analyse de l'enquête nationale 2021. Donc, la bibliothèque en détention a acquis une véritable légitimité au fil du temps au sein de chaque établissement pénitentiaire. Donc, il faut savoir qu'en 2021, seul un centre de semi-liberté, un quartier de semi-liberté et 2 maisons d'arrêt ne disposaient pas de bibliothèque au sein de leur espace, c'est-à-dire 4 établissements pénitentiaires sur 188 en France métropolitaine et en Outre-mer. Donc la bibliothèque en détention repose sur une action résolue et volontariste du ministère de la Justice et du ministère de la Culture, mais aussi et surtout de l'ensemble des acteurs du terrain. La bibliothèque représente un lieu à part pour les personnes détenues. Elles peuvent y rencontrer des intervenants extérieurs, converser avec eux, mais c'est aussi l'occasion pour eux d'avoir des interactions différentes avec les autres personnes incarcérées. La bibliothèque constitue un espace singulier dans l'établissement et dispose d'un double emploi. Donc c'est un lieu d'accès à la culture, avec des livres, mais aussi des CD, des DVD, des jeux, et c'est aussi un lieu d'accueil de l'offre culturelle. Donc la bibliothèque en détention couvre 2 actions différentes dans le cadre de la réinsertion des personnes détenues. Nous pouvons même considérer un 3e champ via l'auxiliaire bibliothécaire avec un champ donc professionnel. La bibliothèque en détention est un lieu partagé et cela est sa spécificité. Donc c'est un lieu partagé aussi bien en termes de budget qu'en termes de construction de projets culturels. Donc, ainsi, la bibliothèque en détention peut et doit être au sein de chaque établissement pénitentiaire un lieu de référence pour tous et bénéficier d'une coordination accrue de et avec l'ensemble des acteurs de la réinsertion en détention. La bibliothèque à l'intérieur d'une détention se doit d'être comme à l'extérieur, c'est-à-dire un lieu vivant de socialisation, de culture, de loisirs, d'information, mais aussi un lieu de l'apprentissage choisi, complément indispensable à la fonction éducative. Donc, nous avons à cœur de participer aux actions et dispositifs de droit commun afin de favoriser le lien dedans-dehors et de proposer aux personnes placées sous main de justice des projets ouverts à tous et non pas seulement spécifiques au public justice. Plus qu'à l'extérieur, la bibliothèque en détention constitue un instrument de lutte contre l'illettrisme. Donc, la bibliothèque en détention est donc un espace politique par son aspect interministériel,
donc soit par la direction de l'administration pénitentiaire pour le ministère de la Justice, qui œuvre en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, mais également avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, Flora de Lalande vous présentera l'histoire des bibliothèques en prison par la suite, donc je ne vais pas m'attarder sur l'origine historique de cet espace dans l'administration pénitentiaire. Sachez toutefois que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une réelle volonté de faciliter l'accès à la culture et plus particulièrement à la lecture pour les personnes détenues. Et cela s'est manifesté par la publication régulière d'un ensemble de corpus de textes, articles de code de procédure pénale, circulaires, protocoles d'accord interministériels. Donc, tous ces textes s'inspirent notamment de préconisations internationales et européennes comme l'UNESCO ou les règles pénitentiaires européennes. Donc, la dernière note d'orientation nationale, portant sur la note du 21 mars 2016, un paragraphe est plus particulièrement dédié à la question du développement de la lecture et à la lutte contre l'illettrisme. Il y était indiqué que l'animation des bibliothèques en détention devait être un axe prioritaire et que voilà, des projets qui mêlent à la fois éducation, formation et culture sont ceux qui permettent une forte interdisciplinarité et qui contribuent au mieux à une prise en charge plus globale et individualisée des personnes placées sous main de justice. Il était fortement encouragé à la signature de conventions entre les établissements, les services pénitentiaires d'insertion de probation et des bibliothèques partenaires, afin de soutenir l'acquisition d'ouvrages, le renouvellement des fonds, mais aussi l'appui au fonctionnement quotidien de cet espace, la formation des auxiliaires bibliothécaires et également la possibilité d'animer des actions dans cet espace. Je rappelle par ailleurs que l'axe accès au livre et à la lecture est un des axes principaux dans le cadre du protocole d'accord interministériel entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice, et donc un des axes principaux des déclinaisons de ces accords au niveau des directions régionales des affaires culturelles et des directions interrégionales des services pénitentiaires. Donc, le prochain protocole d'accord interministériel, donc le 4e, que nous espérons voir signé en fin d'année ou en début 2022, permettra de donner de nouvelles orientations en matière de politique culturelle, mais également concernant la gestion des bibliothèques et de l'accès aux livres et à la lecture. Dans l'attente, donc les résultats de l'enquête nationale 2021, qui seront assortis de préconisations à l'attention des terrains, seront communiqués d'ici la fin d'année. Alors, afin de ne pas pérorer trop longtemps et d'empiéter sur le temps de parole de Madame Delalande, je vous propose de focaliser mon propos ici sur 3 sujets précis dans le cadre de la politique générale. 1, la question du budget dédié aux bibliothèques. 2, la question de la politique d'acquisition. Et 3, la question de la gestion immobilière. Concernant le budget, donc comme vous pouvez voir sur la slide, donc les chiffres fournis ici proviennent du bureau de la synthèse, dit PS1, qui est en charge notamment du suivi réglementaire et comptable des régies et des recettes. Donc, vous pouvez constater, notamment entre 2017 et 2019, qu'il y a eu une hausse des consommations consacrées à l'axe bibliothèque, donc une hausse de 7,7% en autorisation d'engagement et de 5,94% en crédit de paiement. Donc voilà, donc on est passé de 741 000 € en 2017 à 785 000 € de consommation sur cet axe bibliothèque. Bien sûr, ces chiffres n'illustrent que les consommations de l'administration pénitentiaire. Il faut y ajouter les cofinancements qui proviennent notamment du ministère de la Culture via les DRAC, dans le cadre du protocole Culture-Justice, ou encore les aides financières apportées par d'autres structures du type Centre national du livre. Donc, vous pouvez voir sur ce tableau qui recense les consommations de 2017 à 2020, qui a effectivement eu une forte baisse l'année dernière. Donc, cela s'explique par la crise sanitaire du Covid-19 qui nous perturbe encore à ce jour et qui a notamment entraîné donc, la suspension des activités culturelles et une longue fermeture des bibliothèques en détention. Alors, concernant ces crédits de consommation, donc, à quoi correspondent-ils ? Donc, les différents types d'actions financées sont à la fois l'achat de logiciels, la formation des personnels et des auxiliaires et l'achat de matériel. C'est aussi des subventions au partenariat local et c'est aussi le développement, l'organisation d'activités, d'animations comme des rencontres auteurs, des conférences, des ateliers d'écriture, ateliers philosophie, ateliers lecture, l'accueil d'expositions et de médiations. Mais il est vrai que le principal axe de financement est la question de l'achat des livres et des abonnements presse. Donc voilà, ce dernier élément
constitue une parfaite transition pour mon deuxième point, à savoir la question de la politique d'acquisition. Donc, il faut savoir que l'administration pénitentiaire a à cœur de diversifier les fonds et de pouvoir satisfaire le plus grand nombre, comme dans une bibliothèque de droit commun. Donc, si par le passé, il y avait effectivement, dans le cadre de l'acquisition des ouvrages, le fait de devoir respecter la règle dite des 3 P, donc polar, politique et pornographie, cette règle n'est plus appliquée. Par ailleurs, il faut savoir que les polars sont quand même les ouvrages de fiction les plus empruntés au sein des bibliothèques. Il n'y a que dans le cadre de la radicalisation violente où il y a un listing en fait, d'ouvrages religieux qui ne sont pas disponibles en détention. Il n'y a donc pas d'injonction nationale, d'orientation nationale sur le type d'ouvrages qui sont à acquérir par la direction de l'administration pénitentiaire. Par la direction de l'administration pénitentiaire, les établissements et les SPIP sont vraiment libres dans leur politique d'acquisition. On constate néanmoins qu'il y a de fortes demandes sur tout ce qui est bande dessinée, romans et récits de vie et des documents juridiques vulgarisés. Dans la mesure du possible, les personnes placées sous main de justice sont consultées. Donc, cela se fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'article 29 de la loi pénitentiaire de 2009 sur les obligations de proposition d'activité. Donc, cet article dit, je cite, « Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. » Donc, c'est dans ce cadre en fait, que les personnes détenues peuvent faire remonter leurs envies en termes de renouvellement du fonds d'acquisition des bibliothèques. Et cela est généralement piloté par l'auxiliaire bibliothécaire en lien avec le personnel référent de cet espace. Alors, à l'heure actuelle, une de nos principales difficultés dans la politique d'acquisition se porte sur la question des ouvrages en langue étrangère. Donc, en effet, leur accès demeure compliqué et il s'agit pourtant d'une demande récurrente des personnes qui soit ne parlent pas français, soit ne parlent pas suffisamment bien le français, ne maîtrisent pas assez pour pouvoir lire des ouvrages en langue française. Et donc l'idée de pouvoir acquérir des ouvrages en langue étrangère, c'est de sortir ces personnes de leur isolement et de surtout leur assurer un bon accès aux livres et à la lecture, au même titre que les autres personnes placées sous main de justice. Alors, il n'est pas aisé de trouver des partenaires dans ce secteur. Le monde du livre en France est très axé sur la langue française. Et donc, ces achats doivent souvent se faire en dehors de soutien financier d'institutions comme le Centre national du livre, qui nous permet la possibilité d'achat que de livres en langue française. Alors, comme j'ai pu le dire dans mon introduction, la bibliothèque en détention a acquis une véritable légitimité au sein de cet espace. Il faut savoir par ailleurs que la bibliothèque en détention est le seul espace culturel obligatoire et clairement identifié dans la construction des établissements pénitentiaires à ce jour. Cet espace est sanctuarisé et donc présent dans l'ensemble des projets des établissements pénitentiaires. Donc, au sein de notre administration, c'est le bureau PS3, donc le bureau de l'immobilier, en lien avec l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, donc la PIGE, qui gère les questions immobilières pour notre administration. Donc, la politique immobilière actuelle respecte les orientations posées par l'annexe 4 de la circulaire de 2012, qui est une déclinaison du dernier protocole d'accord interministériel signé en 2009 entre le ministère de la Justice et le ministère de la Culture. Alors Marion, je pense que vous avez... Marion, excusez-moi de vous couper. Je pense que vous avez un petit problème d'aménagement de connexion. Et on ne vous a pas entendu sur vraiment la dernière partie, à partir de la partie sur effectivement l'extrait de l'annexe 4 de la circulaire de 2012. C'était... Je pense que votre son, votre connexion n'est pas très bonne. Marion, peut-être essayer, effectivement, comme le préconise Delphine Henry, de couper votre caméra, on aura peut-être un meilleur son. Alors, ce sont les aléas de la vidéoconférence.
Bon, on va attendre que Marion se reconnecte pour aborder la suite de son intervention sur les orientations de la politique générale de l'administration pénitentiaire pour les bibliothèques. Alors, je vais en profiter pour traiter les premières questions. C'est normal, on est sur un format visioconférence où l'interaction se fait uniquement par le chat. Donc, sur les premières remarques que, effectivement, vous ne soyez pas vous n'avez pas besoin d'être équipé de caméra de votre côté. Alors, pour le support PowerPoint, en fait, vous aurez l'enregistrement et effectivement, je pense qu'on verra avec Marion Cardraon si on peut mettre également le support Aïcha sur Internet, mais vous aurez la vidéo de toute façon de toute l'intervention. Bon, je pense que Marion a une difficulté technique. Donc, si ça dure trop longtemps, on va devoir peut-être passer à l'intervention de Flora et on reviendra effectivement sur Marion à la fin de la matinée parce que je pense qu'elle a un vrai problème de connexion. Flora, est-ce que tu es d'accord pour intervenir dès maintenant, le temps de laisser à Marion la possibilité de retrouver une connexion de son côté? Oui, bien sûr. Si jamais embarquée dans mon discours, je ne voyais pas qu'elle réapparaissait, n'hésite pas à me couper. Mais normalement, je devrais voir. Alors du coup, je vais réduire son document et tu vas pouvoir mettre le tien. Alors... Voilà, on le voit. Super. Donc bonjour à tous, je vais prendre le relais de Marion en attendant qu'elle revienne. Moi je viens vous parler aujourd'hui, sans transition, de l'histoire des bibliothèques pénitentiaires de la Libération au tout début des années 80. Donc entre ce qu'a dit Marion, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, et la fin de mon étude historique, on a quand même un gros trou de 1980 à aujourd'hui. On a près de 40 ans de trou, 40 ans où il s'est passé énormément de choses. Donc c'est juste un trou dans ce qu'on présente aujourd'hui, mais il ne faut pas du tout que ça vous laisse penser qu'il n'y a rien eu entre les deux, bien sûr. Donc je viens vous parler ici en tant qu'historienne, parce que j'ai fait deux travaux... J'ai fait deux travaux de recherche historique sur le sujet. Mon premier travail de recherche historique, ça a été dans le cadre de ma thèse d'école des Chartes, un travail sur les activités à caractère culturel dans les établissements pénitentiaires français de la Libération au milieu des années 80. Donc là, je traitais de tout ce qui va être interventions dont beaucoup ont lieu encore en ce moment, bien sûr, le théâtre, la musique, les arts plastiques, la danse, etc. Et je me suis vite rendu compte que même si au début je voulais aborder le cas des bibliothèques de prison et de la lecture, c'est un sujet qui est vraiment qui méritait un travail de recherche à lui tout seul. Et donc j'ai attendu et je l'ai développé dans le cadre de mon mémoire de conservateur de bibliothèque, où là j'ai vraiment fait les bibliothèques pénitentiaires. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. C'était la première étude, que ce soit pour la culture ou pour les bibliothèques, c'était la première étude historique. Il y a eu des études sociologiques, etc. avant, mais qui s'intéressaient à l'histoire. Je vais juste vous donner quelques petits
petites infos sur comment est-ce que j'ai construit cette histoire des bibliothèques pénitentiaires. Je me suis basée sur la bibliographie, bien sûr, pour avoir le contexte du côté de l'histoire pénitentiaire et de l'histoire côté culture et côté bibliothèque, et aussi surtout sur énormément de fonds d'archives, que ce soit des archives imprimées, qu'a évoqué un petit peu Marion quand elle parlait du code de procédure pénale, des lois, des circulaires. J'ai aussi dépouillé beaucoup les rapports de l'administration pénitentiaire et les rapports aussi côté CNL, etc. Et les archives, les fonds d'archives, donc là, les fonds d'archives aussi bien du côté de la culture que de la justice, du côté de la lecture publique que du côté de l'administration pénitentiaire. Et donc l'étude de ces sources m'a permis de voir que, comme le disait Marion aussi, de la libération au tout début des années 80, il se passe des choses. Et la lecture est quelque chose qui va être développé, même si on va voir qu'il y a quand même malgré tout des stagnations, des difficultés, des contraintes, et que c'est pas toujours évident, c'est pas un long fleuve tranquille de mettre en place les bibliothèques dans les établissements pénitentiaires. En effet, les bibliothèques des établissements pénitentiaires, elles sont particulières dans le fait qu'elles sont insérées dans la prison et que la prison est un monde en soi avec des règles en soi et énormément de contraintes en fait. Donc on va voir que les bibliothèques des établissements pénitentiaires, on va leur prêter les missions qu'on prête à l'administration pénitentiaire, à la prison. Et on va voir ça notamment avec l'évolution des missions des bibliothèques en fonction des réformes. Passé la question des missions, je vais faire un petit focus sur la question de qui gère les bibliothèques. Est-ce que ce sont des bibliothécaires ou est-ce que ce sont d'autres acteurs? Et voir comment est-ce qu'il y a un glissement peut-être vers le monde de la lecture publique au cours de la période. Et enfin, une fois qu'on a des bibliothèques avec des missions, des acteurs qui sont là pour les faire fonctionner, eh bien on va s'interroger comment est-ce qu'elles fonctionnent et comment est-ce qu'elles composent entre les volontés bibliothéconomiques et puis les contraintes carcérales et les contraintes dues au fait qu'elles sont dans la prison. Donc, d'abord la question des missions des bibliothèques. Les bibliothèques, sur la période de 45 au début des années 80, clairement, elles sont beaucoup plus liées à l'histoire pénitentiaire qu'à l'histoire du ministère de la Culture ou équivalent ou de la lecture publique. Donc, leurs missions vont évoluer en fonction des réformes. La première réforme qu'on va avoir, c'est la réforme Amor. La réforme Amor, elle intervient dès 1945 et elle porte le nom du directeur de l'administration pénitentiaire, Paul Amor, que je vais vous montrer. Le voilà. Donc Paul Amor, dès le début, dès les premières circulaires qu'il publie, il va s'attacher à la question de la bibliothèque. Il va répéter plusieurs fois qu'il est très attaché à la question de la lecture, à la question des bibliothèques, que ça va permettre de distraire le détenu, que ça va permettre de lutter contre l'oisiveté, je cite. Et en luttant contre l'oisiveté, il nous dit: à défaut de travail et les jeux étant et demeurant interdits, la lecture contribue au maintien de la discipline. Donc ça, c'est février 1945, et on voit que la bibliothèque et le pouvoir de la lecture n'est pas juste pensé en tant que tel, ça serait superbe de pouvoir se distraire en lisant, mais comme un outil pour maintenir l'ordre dans la détention. Donc un outil disciplinaire détourné. Donc ça, c'est intéressant, on va le retrouver au fil de la période et petit à petit, ça va s'atténuer. Donc après, au tout début de ça, on a Paul Amor qui est directeur de l'administration pénitentiaire, il va vouloir créer une rupture dans le fonctionnement des bibliothèques et abandonner le côté de garde stricte, sécurité stricte qui avait lieu pendant la guerre, à quelque chose de plus nuancé avec, certes, oui, d'un côté, il faut qu'on garde les détenus, mais de l'autre côté, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que la prison soit plus humaine, que le détenu, une fois qu'il ressort, il puisse se réintégrer dans la société. Donc les grands thèmes de la réforme Amor, c'est ceux que vous voyez à côté de la photo, c'est l'humanisation, l'amendement du condamné, le reclassement social du condamné et sa rééducation.
Donc l'amendement, juste comme c'est un mot qu'on n'utilise plus vraiment, c'est un peu quelque chose qui est défini comme à mi-chemin entre la correction, qui va être enlever un défaut, et puis la réforme, de changer complètement le détenu. Et là, ça va être l'amélioration du condamné. C'est dire le condamné, c'est un corps à garder, mais c'est aussi un esprit à soigner. Et donc ça, c'est quelque chose qui va toujours revenir dans les missions de la bibliothèque. Ça va être cette humanisation de la détention, même si c'est une petite partie de l'humanisation, il y a des choses beaucoup plus importantes du type hygiène, alimentation, etc. Donc l'humanisation de la détention, l'amendement, le reclassement social, la rééducation, dans tous les articles de code de procédure pénale, dans les circulaires, on va toujours avoir ces missions de la bibliothèque qui sont répétées. Et elles sont répétées que ce soit au niveau central, par exemple dans les rapports de la direction de l'administration pénitentiaire, ou que ce soit au niveau local, où les acteurs du terrain, qui sont très importants aujourd'hui, mais aussi et peut-être encore plus à l'époque, vont dire, par exemple, comme j'ai perdu ma citation, mais c'est pas grave. En gros, oui, Marie-Thérèse Fontex, elle est en charge de mettre en place les bibliothèques, c'est une assistante sociale. Elle dit que les bibliothèques vont permettre de lancer les germes d'une rééducation, certes extrêmement difficile, mais d'un intérêt si grand pour la société qu'il autorise toutes les hardiesses. Donc on voit là une sorte de militantisme aussi. Donc voilà, c'est vraiment lié à la réforme à mort. Et pour permettre cet amendement du condamné, on va avoir la question de la censure qu'évoquait Marion également, qui à l'époque est bien présente. Et il y a cette fameuse règle des 3 pots, qu'on n'appelait pas comme ça, mais qui existait, interdire les romans policiers, les ouvrages politiques et les ouvrages polissons. Et donc, parce qu'il y a cette idée de moraliser le détenu, de mettre entre ses mains de bonnes œuvres pour qu'il devienne un bon citoyen. Une petite nuance sur ça, c'est que actuellement on peut être un peu choqué par cette question de censure, de supprimer comme ça tous les romans policiers, par exemple. Mais en réalité, en lecture publique à l'époque, c'est à peu près les mêmes logiques qui sont en place. Par exemple, dans les bibliothèques centrales de près, les ancêtres de nos bibliothèques départementales, on va s'inquiéter de ne pas mettre tous les livres entre toutes les mains. Parfois, on va bannir les livres policiers. Parfois, on va bannir les livres polissons. Les romans d'amour, même parfois. Les romans d'amour, c'est en détention que c'est interdit. Je ne suis pas sûre que ça soit interdit en BCP, mais les romans un petit peu tendancieux, là, on se permet de les interdire, de les mettre dans les enfers des bibliothèques, etc. Donc, juste pour dire que voilà, il y a censure au niveau des bibliothèques pénitentiaires, mais que c'est quelque chose qui n'est pas étranger complètement à la lecture publique non plus. Donc, de 1945 aux années 70, la bibliothèque est un outil de la réforme à mort. Ensuite, pourquoi est-ce que je m'arrête en 70 ? C'est que dans l'histoire des établissements pénitentiaires, c'est une rupture très importante, c'est une réelle crise. On a des révoltes, on a des mutineries à partir de 1971, on a même des prises d'otages, des exécutions d'otages par les détenus, et énormément donc une crise, mais aussi l'occasion d'entendre pour la première fois peut-être les revendications des détenus. Donc là, on peut se demander, est-ce que la question de l'achalandage des bibliothèques, du fonctionnement des bibliothèques, fait partie de ces revendications ? Et est-ce que la réforme qui va suivre, la réforme de 75, va changer quelque chose aux bibliothèques ? Alors sur la première question, la bibliothèque n'est pas du tout la première revendication, hein. C'est plus des questions de promiscuité, d'insalubrité, d'arbitraire de la détention. Par contre, on trouve quand même, par exemple, en 1972, on va trouver dans les revendications des détenus de Fresnes des questions qui touchent à la censure. Et ces détenus, ils demandent d'avoir le droit d'acheter en cantine des ouvrages qui ne sont pas à la bibliothèque, des livres de poche et notamment des nouveautés qui ne sont pas à la bibliothèque. Donc, petit point de vocabulaire pour ceux qui ne connaissent pas, cantiner quelque chose, quand on est en prison, c'est simplement qu'en tant que détenu, on ne peut pas aller acheter son livre à la bibliothèque, à la librairie, pardon, et donc on va l'acheter par le biais de l'administration pénitentiaire, ce qui fait que l'administration pénitentiaire peut limiter largement la nature des choses qu'on peut acheter.
Donc voilà, donc on a cette revendication qui touche à la lecture, même si ce n'est pas majoritaire. Par contre, quelque chose qui va être extrêmement important, c'est qu'il va y avoir la notion du droit à l'information et du droit des détenus à s'informer, notamment par la lecture de la presse. Et cette question du droit à l'information va venir modifier les fonds des bibliothèques. Pour faire simple, avant 1971, on avait des listes très limitatives de périodiques qui pouvaient entrer en détention et les quotidiens étaient interdits tout simplement parce qu'ils comportaient souvent des encarts politiques. On va avoir toute une petite série d'assouplissements pour arriver en 1974 à l'autorisation de tous les périodiques, qu'ils soient quotidiens, mensuels, hebdomadaires, quel que soit leur sujet, que ce soit en langue étrangère ou en langue française, à condition qu'il n'ait pas fait l'objet d'une saisie dans les 3 derniers mois. Donc on a tout à coup là l'information qui entre dans la détention et donc les bibliothèques et les personnes en charge d'acheter les livres qui vont relâcher les mailles de la censure, qui vont dire puisque les détenus ont accès aux faits divers dans les quotidiens, à quoi bon interdire les romans policiers? Puisqu'ils ont accès à des romans d'amour, parfois un peu polissons, sous forme de feuilletons dans les périodiques, pourquoi interdire les romans? Et donc, on va avoir comme ça une grande libéralisation au niveau de la politique documentaire, de la politique d'acquisition des livres des bibliothèques de l'administration pénitentiaire. Donc là, vraiment, 1975 constitue un moment clé de bascule par rapport à la constitution des fonds. La réforme de 1975 est aussi l'occasion d'un changement de vocabulaire. On va arrêter de parler de reclassement social et on va parler de réinsertion. La bibliothèque et la lecture va permettre aux détenus de se réinsérer, de préparer leur réinsertion. C'est quelque chose qui est encore présent dans les missions des bibliothèques, il me semble, actuellement. Donc, une bibliothèque est très liée aux histoires de l'administration pénitentiaire. Et qui, donc, notre deuxième question, qui gère ces bibliothèques? Alors, est-ce que ce sont des bibliothécaires? Non, pas des bibliothécaires de lecture publique. On a la notion du mot bibliothécaire dans le vocable détenu bibliothécaire. C'est ce qu'a appelé auxiliaire de bibliothèque tout à l'heure Marion. Et donc ce détenu bibliothécaire, ça existe depuis longtemps, ça existe depuis avant la guerre. Il est en charge de gérer les fonds de la bibliothèque, de gérer la tenue des registres, etc. Et je vais vous montrer une petite photo qui vous prouve que ça existait bien avant 1945, puisque c'est ici une photo de 1931, où on voit ici le détenu bibliothécaire qui est en train de classer des livres, non sans la surveillance, peut-être d'un surveillant, ou en tout cas d'un personnel de l'administration pénitentiaire. Donc on a ce détenu bibliothécaire, mais la période qui s'ouvre en 1945 va permettre la prise en charge de la bibliothèque par un acteur nouveau, l'assistante sociale. Les assistantes sociales, elles sont entrées en détention à l'occasion de la guerre. Alors, les prisons pendant la guerre, c'était ce que certains historiens qualifient d'horreur carcérale, c'est des problèmes d'hygiène énormes, de surpeuplement, il y a des prisons qui sont bombardées, alors on tasse tous les détenus au même endroit, et c'est vraiment une situation très difficile, et l'administration pénitentiaire ne réussit pas à subvenir à tous les besoins des détenus, et c'est comme ça que les assistantes sociales de la Croix-Rouge, par exemple, vont entrer en détention. C'est quelque chose d'assez incroyable à l'époque, de laisser entrer des personnes de l'extérieur à l'intérieur de la prison. C'est quelque chose qui se fait maintenant, mais à l'époque, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, en 1945, quand on a Paul Amor, qui est directeur de l'administration pénitentiaire, il ne va pas renvoyer les assistantes sociales. Il va plutôt inciter les chefs d'établissement, avec une circulaire de février 1945, il va inciter les chefs d'établissement à laisser entrer de temps en temps des assistantes sociales pour qu'elles puissent aider au fonctionnement de la bibliothèque, conseiller le détenu bibliothécaire, par exemple. Mais bon, tout de même, il appartiendra, je cite, « Il appartiendra au chef de chaque établissement d'apprécier avec quelle fréquence devront être autorisées ces visites. » Petit à petit, le rôle des assistantes sociales en matière de des bibliothèques va s'officialiser. On va créer le service social des prisons en 1945, et en 1950, le rôle de l'assistante sociale va être vraiment précisé avec l'aide du détenu bibliothécaire pour le classement des ouvrages, la tenue des registres, la tenue des catalogues, la réparation, la reliure, etc.
Donc, on voit que ce sont les assistantes sociales qui sont les premières, après le détenu bibliothécaire, chargées de s'occuper des bibliothèques. Mais dans les faits, le service social venant d'être créé, il n'y a pas des assistantes sociales et suffisamment dans toutes les prisons. Et surtout, là je vous parle des bibliothèques, mais elles ont un tas d'autres missions dans lesquelles sont complètement noyées cette question de la gestion des bibliothèques. Parfois, dans les prisons, on peut avoir, par exemple, en 1953, on a des situations aussi diverses que parfois la bibliothèque est gérée par un détenu, parfois par plusieurs détenus. Parfois, ces détenus sont seuls, parfois ils sont aidés par l'assistante sociale, parfois ils sont aidés par un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, parfois c'est un aumônier de prison qui va s'en charger, parfois un instituteur, un visiteur. Voilà, et parfois il n'y a même aucun responsable, comme ça on est sûr que la bibliothèque ne fonctionne pas. Donc, est-ce que c'est les assistantes sociales qui vont tenir les bibliothèques pendant toute la période? Non. En fait, on va voir petit à petit un déclin du rôle des assistantes sociales, mais en même temps, on voit l'essor d'un autre acteur. Cet autre acteur, c'est l'éducateur de l'administration pénitentiaire. L'éducateur de l'administration pénitentiaire, c'est en quelque sorte l'ancêtre des conseillers d'insertion et de probation d'aujourd'hui. Et c'est la cheville ouvrière de la réforme Amor. Réforme Amor 45, création des éducateurs 1946. Pendant tout le début de l'existence des éducateurs, c'est très compliqué, leur statut n'est pas satisfaisant, ils attendent 49 pour avoir un statut, ils sont sous-effectifs, ils attendent 66 pour que leur statut soit satisfaisant en termes d'avancement, de rémunération, etc. Et ils n'agissent que dans certains établissements. Mais toujours est-il qu'en 1970, sont listées leurs attributions, et parmi ces attributions, qu'est-ce qu'on trouve? La gestion de la bibliothèque. Ceci dit, moi dans mes recherches, à part ce texte qui donne gestion des bibliothèques et quelques autres occurrences, l'intérêt des éducateurs pour la bibliothèque ne semble pas être leur passion première. Par exemple, si on prend tous les mémoires de stage des éducateurs, où ils choisissent leur sujet, on voit qu'ils s'intéressent beaucoup aux questions de cercles de lecture, qui sont indépendants de la bibliothèque, aux ciné-clubs, etc. Mais pas un seul mémoire ne traite de la question des bibliothèques. Et de même, dans la formation qui est dispensée aux éducateurs, qui sont des personnels de l'administration pénitentiaire, il n'y a pas trace, à ma connaissance, après je n'ai pas pu voir tous les programmes d'enseignement, il n'y a pas trace de la question de la bibliothèque. Pourtant, c'est bien eux, on a quand même quelques preuves que ce sont eux qui vont gérer ces bibliothèques la plupart du temps. À partir notamment avec une montée en puissance, et en 70, ils semblent avoir complètement remplacé les assistantes sociales. Donc, à l'échelon local, pas de bibliothécaire de la lecture publique dans les établissements pénitentiaires. Aucune mention. Et même aucune idée de cette possibilité. Est-ce que c'est la même chose au niveau central, au-dessus, dans les échelons au-dessus? Au début, il semble que ce soit encore les assistantes sociales qui soient très présentes. On va avoir quelques assistantes sociales en fait qui agissent à l'échelon local, qui sont remarquées et qu'on va propulser au rang d'inspecteurs de bibliothèque, coordinateurs, et qui vont être chargés d'acheter tous les livres pour l'ensemble des établissements pénitentiaires. Donc, ils choisissent les livres selon les principes de censure et compagnie, et puis ils les répartissent entre les différents établissements et ils les distribuent comme ça dans les bibliothèques. Il n'y a pas d'autonomie totale du tout. Donc au début, c'est encore des assistantes sociales, c'est encore une question sociale, la bibliothèque. Et puis petit à petit, et notamment à partir de 1953, où le service central des bibliothèques de l'administration pénitentiaire va être créé, on va voir une sorte des premiers ponts qui sont lancés avec le monde de la lecture publique. Donc, tout simplement dans la personnalité des personnes qui sont chefs du service central des bibliothèques. La première chef officielle du service central des bibliothèques, c'est Thérèse Chevannes. Thérèse Chevannes, elle est présentée comme étant une dame bibliothécaire qui a tous les diplômes requis. J'ai pas trouvé ces diplômes, mais en tout cas, elle est présentée comme telle. Et son lien avec le monde des bibliothèques va être visible par ses discours, comme on le verra plus tard, et puis par le fait qu'elle va être la première à publier un article sur les bibliothèques de prison
non pas dans la revue pénitentiaire et de droit pénal, comme ça avait pu se faire avant avec une des assistantes sociales, mais dans le bulletin de l'Association des bibliothécaires français, l'ABF. Donc c'est la première fois, à ma connaissance, que dans un bulletin professionnel bibliothèque, on va avoir la question des bibliothèques de prison. Et c'est par l'administration pénitentiaire que ça arrive, mais de la part d'une personne qui vient de la culture de la bibliothèque. Et ça continue. On a Thérèse Cheval en 1953, et puis elle va être remplacée par Thérèse Wavrin, qui elle va être membre de l'ABF en 1961, puis par Paul Henwood, qui est très important en tant que chef du service central des bibliothèques, qui va œuvrer de 63 à 84. Et lui, c'est pareil, lui, il a déjà enseigné, il a déjà travaillé dans une bibliothèque municipale de Paris, non pas en tant que diplômé des bibliothèques, mais en tant que contractuel. Mais n'empêche qu'il a déjà eu un rôle dans les bibliothèques de lecture publique. Et comme sa prédécesseuse, Thérèse Cheval, eh bien lui, c'est en 1969 qu'il va devenir membre de l'ABF et qui va publier le deuxième article qui parle des bibliothèques de prison dans le BBF, le Bulletin des bibliothèques de France. Donc on voit qu'au niveau central, on va avoir des ponts qui sont jetés avec le monde des bibliothèques. Mais alors, ces bibliothécaires, ils ne sont pas dans les prisons, ils sont un petit peu au service central, mais est-ce que les autres bibliothécaires, est-ce qu'ils s'intéressent à la question de la prison? Est-ce qu'ils y réfléchissent? Alors, il n'y a aucune incitation par des protocoles, des choses comme ça à l'époque. C'est quelque chose qui est complètement absent du ministère de la Culture, de la direction du livret de la lecture, et de son prédécesseur, le bureau, la direction des bibliothécaires, des bibliothèques et la lecture publique. Par contre, à l'échelle locale, on retrouve toujours cette échelle locale, on va avoir quelques partenariats qui sont noués. Par exemple, en 1954, c'est la première occurrence que j'ai trouvée, la bibliothèque municipale de Béthune va faire un don de livres, une centaine de livres, à la prison de la même ville. Don qui, l'air de rien, semble quand même être une sorte d'alternative au pilon pour cette bibliothèque, puisque le service central des bibliothèques doit pilonner une grande partie des livres qui lui sont donnés en raison du mauvais état ou du caractère complètement dépassé, désuet. On va avoir d'autres petites actions comme ça qui apparaissent au fil de la période. Par exemple, je ne vais pas toutes vous les dire, mais il n'y en a pas beaucoup. À Pau, en 1965, on va avoir le premier dépôt, en tout cas le premier dépôt que j'ai identifié. La bibliothèque de Pau fait un dépôt de... Je retrouve mon chiffre. Tous les mois, un prêt d'environ 200 livres qui est fait à la prison. Donc ça, c'est des bibliothèques municipales. Et on voit aussi quelques interventions de bibliothèques centrales de prêt, qui sont les ancêtres des bibliothèques départementales, qui ont été créées en 1945, justement, pour pouvoir, dans les villes trop petites, où il ne peut pas y avoir de bibliothèque municipale, pour offrir quand même une offre de lecture. Donc on pourrait se dire, ça peut être une mission, peut-être, pour la détention. Alors, pas du tout à l'échelle, pas d'impulsion politique, mais par contre, quelques exemples. Et par exemple, la BCP de Haute-Garonne effectue des dépôts dès les années 60. Et en 70, on a également la BCP d'Ariège qui prête l'équivalent d'une caisse de livres à la maison d'arrêt de Foix tous les 3 à 6 mois. Mais là encore, il n'y a pas de convention, hein, c'est surtout des livres abîmés, des livres dépassés, des livres dont on ne veut plus à la bibliothèque. Et puis, ce n'est pas la bibliothécaire qui va dans la détention et qui pourrait ainsi être au contact des lecteurs, voir son contenu. Mais c'est le personnel de l'administration pénitentiaire qui va vers la bibliothèque et qui prend juste les caisses de livres. Donc, nos bibliothécaires, ils n'ont absolument aucun lien avec le lieu de la détention et avec le public. Voilà. Et une dernière chose, peut-être avant de rendre à Marion sa parole, c'est, juste pour terminer là-dessus, c'est pour dire que c'est vraiment encore un moment où c'est très difficile, c'est très dépendant des contingences locales. Et par exemple, la Bibliothèque centrale des Hautes-Pyrénées, dès 1975, elle essaye de mettre en place quelque chose avec la prison de Tarbes, mais
elle n'y arrive pas. Elle n'a pas les autorisations nécessaires de la part de la prison. Il faut qu'elle attende 1983. Donc, de 75 à 83, il ne se passe rien, alors qu'il y a quand même une volonté du côté de la lecture publique. Voilà, donc les liens entre les bibliothèques pénitentiaires de l'époque et la lecture publique sont très ténus, se limitent aux quelques petites choses que j'ai évoquées. Et souvent, c'est un peu de la seconde main. Quand il se passe des choses, c'est beaucoup d'alternatives au pilon. Voilà, c'est pas une politique ambitieuse qui serait impulsée comme ça ça peut l'être bien davantage aujourd'hui. Et par cette habile transition, Marion, si tu es revenue parmi nous et que tu veux reprendre, peut-être je te laisse. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je me coupe du coup. On ne te voit pas, mais on t'entend. Alors oui, Marion, on t'entend. Je vais remettre ton document à l'écran. Ok, top. Est-ce que vous m'entendez bien là? On t'entend très bien. Ok, bon. Alors, toutes les excuses auprès de tous les participants pour ces problèmes de connexion. Donc, j'espère cette fois-ci que je ne vais pas être interrompue. Alors, hop. Donc, je remets la slide où on en était. Voilà. Ok, donc je reprends mon propos concernant la politique immobilière. Donc, une nouvelle fois, toutes mes excuses auprès des participants. Donc, comme j'expliquais dans les propos introductifs, la bibliothèque en détention a vraiment acquis toute sa légitimité au sein de cet espace. Et donc, je rappelais que voilà, c'était le seul espace culturel obligatoire et clairement identifié en détention. Et que voilà, les bureaux de l'immobilier, donc PS3 et l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, qui gèrent la question immobilière de notre administration, se basent vraiment sur les orientations posées par l'annexe 4 de la circulaire de 2012. Donc, il me semble que c'est à partir de là que j'ai été coupée. Donc, cette circulaire préconise notamment la bibliothèque-médiathèque doit avoir une situation centrale à l'intérieur de la prison, de préférence dans ou à côté des espaces socio-éducatifs. Elle doit être proche de la majorité des prisonniers et accessible aux personnes handicapées physiques. Cette circulaire aussi fait une liste des aménagements nécessaires et préconise par ailleurs que l'espace au sol doit être suffisant pour accueillir les activités des usagers, le travail interne du personnel et le stockage et la mise à disposition des collections. Donc, il faut savoir que le bureau de l'immobilier travaille à partir d'un référentiel qui est régulièrement mis à jour. Donc, dans le cadre de la mise à jour actuelle, il faut savoir que dans les plans immobiliers, la bibliothèque dite centrale ou générale se situe au sein du pôle d'insertion et de prévention de la récidive, donc le PIPR. Ce pôle regroupe les espaces d'activité, enseignement, salles d'activité culturelle, salles de spectacle, etc. Donc, on voit là qu'il y a vraiment une prise en compte des préconisations de 2012 pour rester dans cet esprit et favoriser l'accès aux personnes détenues. Par ailleurs, en complément de cette bibliothèque dite centrale, des bibliothèques annexes sont également installées au sein des espaces d'hébergement afin de mieux favoriser l'accès aux livres et à la lecture pour toutes les PPSMJ, personnes placées sous main de justice, d'un même établissement pénitentiaire. Donc après ce rapide focus sur la politique générale des bibliothèques menée par l'administration pénitentiaire qui a été concentrée sur 3 thématiques, à savoir le budget, la politique d'acquisition et la gestion immobilière, je vous propose de passer à la question des enquêtes nationales qui font des états des lieux généraux de la question des bibliothèques en détention. Donc en fait, une enquête nationale sur les bibliothèques est envoyée à peu près tous les 5 ans depuis le début des années 2000. Ça permet ainsi de faire un état des lieux complet de ce sujet à échéance régulière. C'est l'occasion pour les terrains de faire remonter leurs besoins, leurs difficultés, mais aussi leurs bonnes pratiques. Donc, les données recensées font l'objet d'une exploitation et servent ensuite à proposer et à apporter des préconisations, orientations nationales avec une dimension pluriannuelle. Donc, il faut savoir que la dernière enquête datait de 2015 et donc la suivante devait être envoyée en 2020, mais la crise sanitaire a perturbé une fois encore tout le calendrier. Donc cette enquête 2020 n'a pu être envoyée qu'en début d'année 2021.
Donc sur cette enquête, il faut savoir que ce sont 167 établissements pénitentiaires sur 188 qui ont contribué à l'élaboration de cet état des lieux. Donc ils étaient 173 en 2015. Donc on peut noter quand même une forte mobilisation des terrains malgré un contexte très précaire et très compliqué pour les établissements, les partenaires, les coordinateurs culturels et tout agent s'occupant de cet espace en détention. Donc, ces 167 établissements pénitentiaires, il faut savoir que ça correspond en termes d'effectifs à la prise en charge de 58 921 personnes placées sous main de justice écrouées, hébergées à cette époque, soit quand même 93,6% des personnes détenues. Donc, ça permet quand même un état des lieux très général et une belle vue d'ensemble de cet espace. Donc, ce qui ressort de cette enquête, ce sont les points suivants. Hop, je change la slide, toutes mes excuses. Donc, par exemple, sur l'existence même d'une bibliothèque en détention, donc 56 établissements pénitentiaires indiquent disposer d'une bibliothèque centrale et 44% indiquent disposer de bibliothèques de quartier. Il est à noter également une forte hausse de l'installation de bibliothèques ou de points de livres au sein des quartiers arrivants, des quartiers isolants et également des quartiers mineurs depuis 2015. Sur la surface, alors on voit que la surface moyenne des bibliothèques centrales est de 43,5 mètres carrés contre 47 mètres carrés en 2015. Donc on voit qu'il y a quand même une baisse de la surface consacrée à la bibliothèque centrale dans les établissements. Sur la question des fonds des livres, donc il faut savoir que les bibliothèques générales, les bibliothèques centrales, il y a 36% d'entre elles qui indiquent avoir un fonds de livres supérieur à 4 000 ouvrages. Cependant, 73% des établissements indiquent avoir au moins 10 livres par personne détenue à leur disposition, ce qui est quand même un chiffre pas anodin, mais néanmoins en baisse depuis 2015. Un constat qui est partagé de manière générale, c'est sur la question du partenariat. Donc, on voit qu'il y a quand même une baisse constatée sur cet item, avec seulement 66 établissements pénitentiaires qui indiquent l'existence d'un partenariat conventionné avec une bibliothèque de type municipal, par exemple. Sur la question des acteurs de cet espace, donc je vous évoquais le fait que les personnes placées sous main de justice étaient sollicitées dans le cadre du renouvellement des fonds des bibliothèques dans le cadre de l'article 29. Donc c'est quand même 90% des établissements qui ont recours à cet article 29. Une très forte hausse par rapport à 2015 où il n'était que 68%. Donc on ne peut que saluer le fait que les personnes détenues soient davantage impliquées dans le choix et dans la politique locale de la bibliothèque en établissement. Donc, comme je le disais auparavant, les besoins recensés sont les ouvrages en langue étrangère, les documentaires et essais, les bandes dessinées. Au-delà des personnes détenues, les autres acteurs qui sont consultés sont en priorité les RLE et ULE, donc les unités locales d'enseignement et le ou la responsable locale de l'enseignement. Ensuite viennent les personnels pénitentiaires et enfin les aumôniers. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté de créer une interdisciplinarité et de créer une cohésion avec différents acteurs de l'établissement pour constituer une bibliothèque avec un fonds le plus complet et le plus vaste possible. Sur les auxiliaires bibliothécaires que j'ai pu vous évoquer et que je crois que Flora a pu aussi mentionner dans son intervention, donc, il faut savoir que 74% des établissements pénitentiaires indiquent disposer d'au moins un auxiliaire bibliothécaire. Alors, c'est une baisse par rapport à 2015 où il y en avait 95%, mais cette baisse s'explique ou peut s'expliquer en partie par le fait qu'à présent, 54% de ces auxiliaires bibliothécaires travaillent à plus de 25 heures par semaine. Là où en 2015, seuls 8% des auxiliaires bibliothécaires travaillaient plus de 25 heures. Donc, moins d'auxiliaires bibliothécaires et des auxiliaires qui ont des postes plus importants et avec une durée de travail hebdomadaire beaucoup plus forte. Sur la question des budgets que j'ai évoqués dans la politique générale, donc 78% des établissements disposent d'un budget dédié et fléché chaque année aux achats. En moyenne, concernant le budget des services pénitentiaires d'insertion et probation, celui-ci est affecté à tout ce qui est le fonctionnement de la bibliothèque, l'achat de livres, l'achat de périodiques, de jeux et de petits matériels. La moyenne de ce budget du service pénitentiaire d'insertion et probation tourne autour de 3 500 €, mais avec un écart qui va de 0 € à 32 100 € dédiés sur l'année. À cela s'ajoute bien sûr le budget qui est dédié par la détention, par l'établissement pénitentiaire sur l'immatériel, donc avec une moyenne d'un peu plus de 1 000 €, ainsi que l'apport des partenaires extérieurs. Donc là, on est sur une moyenne d'un peu moins de 4 000 €.
Enfin, sur la question de l'animation de cet espace, donc 71% des bibliothèques centrales sont aménagées pour accueillir des activités. Et sur la typologie des activités organisées, on constate que 84% des établissements organisent des rencontres auteurs, 81% des ateliers des écritures. Donc, l'espace qu'est la bibliothèque est considéré par 90% des établissements pénitentiaires comme un espace qui est convivial en détention et donc approprié pour accueillir des animations ou des activités. Donc, in fine, et en guise de conclusion, nous pouvons dire que la bibliothèque est le premier point d'entrée culturelle en détention et se trouve être un lieu à caractère vraiment pluriel, dont la dynamique doit être saluée et perpétuée surtout. Pour les personnes placées sous main de justice, la bibliothèque est un droit et un atout dans leur parcours d'exécution de peine et de réinsertion. Donc, c'est pour cela que la bibliothèque en détention doit être un espace pluri- et interdisciplinaire central dans la gestion d'un établissement pénitentiaire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et m'excuse une dernière fois pour les soucis techniques qui ont perturbé mon intervention. Alors, merci Marion. Il y a 2 questions qui sont apparues dans le chat directement là, suite à votre intervention. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les voir directement pour y répondre. Si, oui. Alors, on va prendre ce temps-là. Donc pour Madame Saru, donc comment fonctionnent les bibliothèques des 24 établissements qui ne disposent pas d'au moins un auxiliaire? C'est un agent en fait, un agent qui gère cet espace, donc soit un agent de la pénitentiaire, soit un partenaire. Donc agent de la pénitentiaire, ça peut être un agent d'un service pénitentiaire d'insertion de probation ou un agent de surveillance. Et sinon aussi, il y a des bibliothèques qui ont une mise à disposition de bibliothécaires extérieurs, donc qui peuvent animer cet espace. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Et pour Madame Henry, pourriez-vous commenter la baisse des moyens constatés entre 2015 et 2021, baisse du nombre de bibliothèques et du nombre de partenariats? A-t-on des éléments pour les expliquer? Nous n'avons pas d'éléments dans le cadre de cette enquête qui explique, voilà, pour chaque espace, pourquoi il y a une baisse du nombre de bibliothèques et du nombre de partenariats. Sur le nombre de partenariats, donc c'est une hypothèse, hein, mais cela peut s'expliquer peut-être par un manque de moyens humains et financiers, que ce soit du côté du ministère de la Justice comme des collectivités territoriales, des collectivités locales. Et sur le nombre de bibliothèques en détention, non, je n'ai pas d'éléments qui peuvent expliquer cette baisse. Voilà, toutes mes excuses. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont en train voilà, c'est les remerciements de taper. Flora, est-ce que... Ah, il y a une question. Cette baisse du nombre de partenariats entre les bibliothèques en prison et les BM ou les BP m'interpelle aussi. Avez-vous des pistes vers où chercher? Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'était une impression et on attendait les résultats de cette enquête pour avoir les données chiffrées qui montrent que c'est au-delà d'une impression, c'est vraiment une réalité, ce baisse du partenariat entre les bibliothèques en détention et les bibliothèques publiques. Donc, nous travaillons avec le ministère de la Culture, bien sûr, sur comment enrayer ce phénomène. Et c'est vrai que le cadre de la cause nationale sur la lecture qui aura lieu en 2022 va permettre de faire voilà, une véritable communication et de pouvoir lancer des perspectives à ce sujet. Et en tout cas, nous en saisissons au niveau des administrations centrales, mais il nous fallait voilà quand même ces données chiffrées pour pouvoir estimer voilà quelle était l'évolution entre 2015 et 2021, et ça sera bien évidemment une priorité pour l'année 2022 et les années suivantes. Eh ben merci Marion pour cette réponse et cette intervention. Je voulais revenir à Flora. Flora, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a sinon des questions sur l'intervention de Flora Delalande sur voilà, l'histoire et la période de 45 aux années 80? On peut prendre ce temps-là tranquillement. Ouais, alors, s'il y a des questions sur la première partie de ce que j'ai raconté, j'y réponds avec plaisir. Et sinon, j'ai quelques autres éléments. J'avais pas complètement... Ouais, on continue. Très bien. Alors, je la reprends.
Voilà. Donc quelques éléments qui justement auront quelques échos avec ce qu'a dit Marion sur la question de l'acquisition, de l'achat de livres et de la question du lieu des bibliothèques. Là, ce qu'on va faire, c'est après avoir regardé les acteurs, les missions, c'est comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces bibliothèques, parce qu'il y a bien des bibliothèques, à quoi est-ce qu'elles ressemblent et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Déjà, juste la petite question des sources, on a des sources qui sont parfois lacunaires et qui ne permettent pas d'avoir une vision d'ensemble de toutes les bibliothèques pénitentiaires qui sont très hétérogènes, comme c'est encore le cas aujourd'hui quand on voit les chiffres qu'a donné Marion, on voit que l'hétérogénéité existe encore, même s'il y a une volonté d'aller de l'avant pour tout le monde. Donc de 1945 à 1953, on a des fonds qui semblent pas vraiment être portés par une politique documentaire, une volonté d'harmonisation. Avant, si on remonte même avant la guerre, on a vraiment quelques livres épars qui sont sales, qui sont abîmés, qui sont vieux. Il semblerait que l'explication qui est amenée, c'est la population pénale avait peu d'appétence pour la lecture et donc il n'y avait pas vraiment l'utilité des bibliothèques. En tout cas, c'est ce que j'ai pu percevoir dans l'étude de mes sources. Et la guerre va un peu changer ça, parce que pendant la guerre, on va avoir l'arrivée de détenus politiques, par exemple, qui vont avoir des exigences intellectuelles plus hautes, un besoin de lecture et qui vont eux-mêmes faire entrer des livres en détention. On va avoir des dons pour les bibliothèques de la part de nos fameuses assistantes sociales. Mais malgré cela, en 1945, il y a Paul Amor qui constate que les fonds d'ouvrage ne sont pas du tout suffisants, qu'il va falloir les développer. Et ceci dit, à l'époque déjà, et depuis déjà même avant la guerre, il y avait quand même déjà des budgets au niveau de l'administration pénitentiaire pour l'achat de livres. Et par exemple, on voit que en 1947, les budgets ont permis d'acheter plus de 4000 ouvrages. Au fil des années, selon les personnalités, selon le contexte, les contingences, les fonds des bibliothèques, des établissements vont soit stagner, soit augmenter. Et comme je vous le disais, l'hétérogénéité est la règle. On a parfois plus de 6000 ouvrages au sein d'une bibliothèque, donc là, ça c'est des chiffres de 54. Plus de 6000 ouvrages et parfois moins de 100. Parfois pour un même type d'établissement, par exemple une maison d'arrêt de 60 détenus, on va avoir une bibliothèque qui, dans un établissement, il y a 650 ouvrages, puis dans l'autre, il y en a 1600. Et tout comme, si on fait le ratio, comme l'a fait Marion, entre le nombre de livres par rapport au nombre de détenus, on voit que ça peut aller de 4 livres à 27 livres par détenu. Donc, joli chiffre. Donc voilà, l'hétérogénéité est la règle. Et à noter quand même que une bibliothèque avec beaucoup de livres n'est pas forcément une bibliothèque de qualité. En fait, on constate que très souvent, les fonds des bibliothèques sont faits à partir de livres épars, de collections incomplètes, de livres sales, abîmés, déchirés, illisibles. Et déchirés notamment, ça c'est pour l'anecdote, au début de la période, en 1948, la situation en fait est telle en prison que certains détenus n'ont pas de papier toilette, et qu'ils utilisent les livres de la bibliothèque pour se substituer au papier toilette. Et donc le directeur de l'administration pénitentiaire lui-même envoie un document en disant il faut leur donner du papier toilette et il faut punir les gens qui dégradent les livres, notamment pour ça. Donc ça permet de nuancer un peu et de voir dans quel contexte ça s'insère. Donc voilà, des livres qui, même s'ils sont en grande quantité, peuvent parfois être de bien piètre qualité, et parfois, en 1954 par exemple, quand Thérèse Chevanne, qui est inspectrice des bibliothèques pénitentiaires, va dans la maison d'arrêt de Vesoul, elle dit que 80% des collections de cette bibliothèque sont à mettre au pilon, elles sont pour des questions d'État et pour des questions de censure aussi. Bon, alors, est-ce que dans nos pauvres bibliothèques de prison sur la période, est-ce qu'on n'a que des dons épars, pas de politique documentaire, que des choses sales et abîmées, ou est-ce qu'on a quand même des volontés qui pourraient s'apparenter aux volontés qu'on a dans la lecture publique de proposer des choses qui soient bonnes et qui permettent et qui répondent au goût des lecteurs? En réalité, oui. Dès 1948, on a Marie-Thérèse Fontex, donc qui est un peu coordinatrice
et inspectrice des bibliothèques pénitentiaires de l'ensemble de la France, et qui est très active. C'est vraiment un exemple d'assistante sociale très active et qui va parler du goût des détenus. Et elle va constater que les ouvrages les plus demandés, c'est pas les policiers, parce qu'à l'époque les policiers sont interdits, c'est les romans d'amour ou d'aventure. Et que les détenus aiment aussi beaucoup les récits de voyage, les ouvrages d'histoire, de géographie, d'art et de technique. Ça continue avec, en 1953, Thérèse Chevanne, qui, elle, va continuer de s'intéresser au goût des lecteurs et qui va faire en sorte d'acheter, on en a la preuve, d'acheter les livres qui correspondent à ces goûts des lecteurs. Goûts des lecteurs qui sont les bons romans faciles, les récits de voyage. Et Thérèse Chevanne, elle fait le lien avec la lecture publique en disant que, bah oui, à l'époque, c'est ça aussi. C'est les romans qui intéressent les Français, et donc pourquoi ne pas en donner aux détenus. Et de fait, parallèlement, et pourquoi pas des romans faciles, parce que tout un temps, il y avait, ah ben non, il faut donner la bonne littérature, et que ce soit en lecture publique ou en établissement pénitentiaire. Et en lecture publique, à un moment, les bibliothèques, elles acceptent que, bah oui, peut-être qu'il faut donner de la littérature facile, peut-être des romans sentimentaux, parce que, comme le dit une bibliothèque centrale de Pré, il vaut, à l'époque, donc dans les années 50, il vaut mieux lire Délie que ne pas lire du tout. Ils espèrent en fait apprivoiser le lecteur par des lectures faciles et ensuite lui donner à lire de la bonne littérature. Donc là, on a une correspondance entre ce qui se passe en détention et ce qui se passe à l'extérieur. Une chose intéressante aussi, c'est que pour la première fois, Thérèse Chevanne ne va plus appeler les détenus des détenus, mais elle va les appeler des lecteurs quand elle parle des bibliothèques. Et ça montre cette imprégnation un peu du monde de la lecture publique, même si c'est minime. Et il faudra attendre 1969 pour que... 1969, c'est ça. Lecteur, c'est employé par Thérèse Chevanne en 59, et en 69, dans le rapport de la direction de l'administration pénitentiaire, on parle de lecteur. Voilà, et une dernière chose, c'est que Thérèse Chevanne, elle va aussi essayer d'adapter les envois de livres en fonction du public spécifique qui se trouve dans telle ou telle prison. Par exemple, elle ne va pas donner les mêmes livres pour une prison de femmes et une prison d'hommes, pour une prison où il y a des personnes jeunes ou des personnes âgées. Et déjà, tout comme l'évoquait Marion, il y a la question des livres étrangers. Et donc, elle va commencer à essayer d'acheter des livres étrangers pour là où il y a des populations étrangères, ou bien des livres d'images quand les gens ne parlent pas du tout français, ou pour les illettrés. Voilà. Ça continue encore avec Paul N. Wood. Ah, on a perdu Marion. On espère la retrouver. Avec Paul N. Wood qui va vraiment mettre en place un outil administratif pour prendre en compte le goût des lecteurs, c'est-à-dire que périodiquement, il va faire des enquêtes auprès des services éducatifs, auprès des éducateurs, pour leur demander, remplissez-moi cette enquête et dites-moi, d'une part, qu'est-ce qui est demandé par les détenus, et d'autre part, qu'est-ce que vous voudriez qu'on envoie comme livre, qu'est-ce qui vous semblerait bien qu'on envoie comme livre à l'intérieur des bibliothèques de prison. Cette correspondance avec les éducateurs va aussi l'inciter à desserrer un peu les mailles de son filet de censure. Et aussi, on se rappelle, en raison du contexte de la crise pénitentiaire des années 70 et de la réforme. C'est bien qu'en 1974, on a Paul N. Wood, le chef du service central des bibliothèques, qui nous dit que suite à la libéralisation, il a donc autorisé les romans policiers, et il nous dit qu'il considère que les détenus disposent d'un choix sensiblement semblable à celui des hommes libres. Voilà, à voir ce qu'il en est vraiment dans les faits, mais en tout cas, il y a cette volonté de correspondance. Et enfin, dernière petite info par rapport à la question de politique d'acquisition, c'est que la BD, la bande dessinée, semble entrer en détention, se démocratiser dans les années 70 pour la détention, comme c'est le cas pour la lecture publique. Donc voilà, on achète les livres au niveau central et on les redispatche au niveau des bibliothèques. C'est un fonctionnement qui est quand même assez centralisé. Une fois qu'on a acheté ces livres, comment on va les traiter? Est-ce qu'on les traite comme dans une bibliothèque normale?
Alors, bon, là, il y a la question de la reliure des livres qui montre un peu qu'on tâtonne. C'est-à-dire que bon, les livres sont souvent, pour pouvoir, les crédits ne sont pas énormes, ils augmentent tout au long de la période sur laquelle on a des sources, mais c'est quand même pas énorme, si bien que les bibliothécaires centraux sont obligés d'acheter des livres de poche qui vont s'abîmer très vite, et donc il faut les réparer. Donc soit on les répare sur place, soit ils sont réparés dans une antenne qui va ensuite redispatcher aux bibliothèques alentours de prison, soit il y a une tentative aussi que ce soit fait au niveau du service central des bibliothèques. On n'attend pas 45 pour la question de la reliure. Je vais vous le montrer avec mon document que je vais rechercher. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est un petit atelier de reliure qui a lieu dans une maison d'arrêt et où on voit tout le petit matériel, etc. Bon, tout ça pour dire qu'il y a la question du traitement du livre et que notamment il y a une tentative qui est intéressante, c'est la tentative de Paul Wood de remplacer les couvertures en papier craft. Donc là vous voyez, ils sont tous très homogènes. Les livres, et peut-être que c'est parce qu'ils sont couverts en papier craft, ça fait des bibliothèques assez monotones et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il y a en lecture publique, mais plutôt à ce qu'il y a en lecture scolaire. Et il essaie de les remplacer par du Pélior, c'est-à-dire une toile transparente, lavable. Mais en fait, il se rend compte que malgré tous les efforts et le budget qu'il dépense pour ça, pour rendre plus attractifs les livres, eh bien, en détention, il y a certaines bibliothèques qui recouvrent encore de papier craft malgré tous les livres. Ça, c'est pour la question du traitement des livres, et on a aussi la question de comment sont rangés les livres. Au début de la période, ils sont rangés par registre d'entrée, c'est-à-dire que c'est simplement par ordre d'entrée, on attribue un numéro au livre. Et puis, petit à petit, on va avoir le classement Dewey, qui est le classement qui va aussi petit à petit arriver en lecture publique, qui va être mis en place. Initiée par notre chère Marie-Thérèse Fontex, qui est cette assistante sociale très dynamique à la prison du Mans, et qui va ensuite être dynamisée par le service central des bibliothèques jusqu'à, il semble qu'il faut y attendre 1965, donc initié en 48, et semble être mis en place en 65 complètement. Mais bon, c'est pas si catastrophique que ça. Dans les années 60, c'est aussi le moment où ça commence à se généraliser pour les bibliothèques de lecture publique. Donc on voit encore là qu'il y a une similitude. Donc nos livres, ils sont achetés, ils sont envoyés, ils sont équipés, ils sont cotés. Comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'aux détenus? Et c'est là que c'est intéressant et on voit une différence énorme par rapport à ce qui existe aujourd'hui et ce qui a été impulsé en fait à partir des années 80. C'est que si Marion disait qu'actuellement la bibliothèque est le seul lieu culturel identifié qui est bien inscrit dans la construction de la prison, à l'époque c'est pas du tout le cas. C'est pas un lieu dans lequel les détenus vont pouvoir se rendre. C'est un lieu, parfois c'est plus des dépôts de livres, donc ça peut être dans une pièce par exemple. Comme ici, vous voyez, on a une grande pièce avec des livres tout monotones, tous de la même couleur, mais une grande pièce et des rayonnages. Mais les lecteurs jamais ne vont entrer dans cette pièce. Il y a seulement peut-être l'assistante sociale, l'éducateur, le détenu bibliothécaire qui va pouvoir rentrer dans cette pièce. Voilà, là on a une autre bibliothèque spacieuse. Donc les photos sont de 1930-31 parce que j'ai pas de photos sur la période, mais je suppose que par rapport au texte, que ça correspond quand même à peu près à ce qu'il y a sur la période. Voilà, une grande pièce avec une grande fenêtre. Mais parfois, ça va être dans des lieux beaucoup plus étriqués. Et parfois, là, vous voyez, on a juste une petite étagère qui ferme et qui semble être dans une sorte d'infirmerie, de cabinet médical. On va comme ça avoir parfois des étagères dans le bureau du comptable, dans le bureau de telle ou telle personne, ou même dans les couloirs. Et même parfois, les livres sont, je cite, rangés par terre. Donc, ce qui montre le soin qu'on accorde aux livres et les contraintes de la détention. Donc, on a de grandes disparités et surtout pas la possibilité pour les détenus de venir dans la bibliothèque et de voir les livres. Donc, comment est-ce qu'ils choisissent leurs livres, nos chers détenus, puisqu'ils ne peuvent pas aller à la bibliothèque? Alors, ça se fait sur catalogue.
Ça se fait sur catalogue, et là encore, c'est assez hétérogène. C'est-à-dire qu'on a des bibliothèques où on n'a pas de catalogue. Donc, quand on n'a pas de catalogue, qu'on ne peut pas aller à la bibliothèque, ça semble difficile d'avoir accès au livre. Parfois, il y a un catalogue. Ce catalogue, parfois, il est distribué systématiquement, mais parfois, il va falloir le demander. Donc, ça suppose que le détenu sache qu'il y a une bibliothèque, qui peut demander le catalogue, qui sache à qui le demander, et que ça lui arrive. Donc, ça fait déjà... C'est un peu un parcours du combattant, hein, si on veut lire en prison à l'époque. Donc, il y a ça. Et parfois, le catalogue est distribué à telle heure, à tel endroit. Mais là, on a encore le problème que si on n'a qu'un seul catalogue pour toute la détention, le temps et la fréquence de consultation sont très limités. Là, on va avoir des tentatives de faire des catalogues fractionnés, de diviser le catalogue en plusieurs parties, ce qui augmente le temps pendant lequel le détenu peut regarder, mais qui diminue le nombre de titres proposés. Et à vrai dire, ces catalogues, ils sont quand même assez difficiles d'appréhension pour les détenus, parce que souvent c'est une simple liste de titres, parfois accompagnée de l'auteur, du genre, de la classification d'Iwe, mais c'est quand même très austère, et si on n'a pas une petite culture littéraire, ça peut vite ne rien vouloir dire du tout. Pour un détenu, on se fie au titre, et souvent on est déçu de ce qu'on lit. On ne peut pas voir la couverture, voir le résumé, voir la tête du livre, comme on fait quand on va dans une bibliothèque en général. Donc pour contrecarrer un peu ça, il y a Marie-Thérèse Fontex, toujours elle, qui essaye de créer un catalogue analytique, c'est-à-dire un catalogue qui va donner des résumés, des infos sur le livre, mais c'est un travail qui est très chronophage, qui va être demandé à partir de 1970 par la direction de l'administration pénitentiaire et qui va être mis en place en 1973 par Paul N. Wood, qui va faire un catalogue analytique de 500 romans. Belle démarche, mais qui est extrêmement chronophage à mettre à jour et à faire circuler. Il l'a fait, il l'a envoyé aux directeurs régionaux des services pénitentiaires. Ensuite, il a fallu que ça soit envoyé au chef d'établissement, puis aux personnes qui s'en occupent, puis que ce soit distribué, toute une chaîne. Voilà. Et une fois que notre détenu, on espère, a pu choisir son ou ses ouvrages, eh bien, il va cocher sur une liste et puis on va lui amener la prochaine fois. Et il se trouve que parfois on ne lui amène pas le bon livre et que parfois on ne lui amène jamais de livre. Donc voilà, une appréhension difficile du livre par le détenu. Deux alternatives au catalogue. La première, mais qui je pense est très, très, très circonstancielle, c'est encore Marie-Thérèse Fontex qui fait des présentations à la voix, c'est-à-dire qu'elle vient et puis elle explique les livres qu'il y a et le détenu comme ça peut choisir, mais c'est extrêmement chronophage et ça demande une connaissance des fonds par la personne en question. Et puis il y a la distribution sur le chariot, c'est quelque chose qui se fait encore dans les hôpitaux aujourd'hui. On met une petite partie de la bibliothèque sur le chariot et puis on amène le chariot, que je vais vous montrer, plutôt que de vous faire les gestes. On amène le chariot devant la cellule et donc le détenu va pouvoir choisir. Voilà, donc là vous avez un exemple de chariot qui était autrefois utilisé à la salpêtrière. On met les livres et ça permet une appréhension directe, mais d'une partie limitée. Donc, à l'époque, pas d'accès direct pour les bibliothèques de prison. Et malgré tout, j'ai envie de parler de deux embryons de cet accès direct. Donc l'accès direct, juste dire qu'à cette période, il existe dans les bibliothèques municipales. Par exemple, là, à Sarcelles, on voit qu'il y a les rayonnages sur les livres, ils peuvent y avoir accès et puis ils peuvent travailler. Ça peut être un lieu de sociabilité, un lieu d'échange autour du livre. Donc il n'y en a pas en détention, mais il y a quand même deux tentatives. Dès 1958, la maison centrale de Melun va mettre en place un accès direct 5 jours par semaine, à l'heure de la promenade. Les détenus peuvent... Les détenus peuvent venir à la bibliothèque. Ils n'ont pas accès directement aux livres sur les rayonnages, mais ils ont accès à une table d'actualité sur laquelle sont présentés des ouvrages en lien avec une thématique. Et ils peuvent ici les choisir et en discuter avec la personne qui a fait la sélection, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois que la bibliothèque est un lieu d'échange, un lieu, peut-être pas encore d'animation, mais un lieu d'échange et de partage autour de la lecture. A priori, c'est une expérience qui est concluante parce que le nombre de lecteurs a un peu diminué, mais leur assiduité et le nombre de volumes prêtés a largement augmenté avec cette expérience.
Et enfin, on a une deuxième expérience qui est apparue en 1964 à la prison de Fresnes, ou en tout cas une volonté d'expérience. C'est-à-dire qu'on imagine à la prison de Fresnes une bibliothèque salle de lecture, on accole les deux mots, où les détenus pourraient venir par groupe choisir les ouvrages sur les rayonnages, sous la surveillance de quelqu'un. Donc je ne sais pas si cette expérience a été menée à bien, mais voilà, l'idée émerge déjà. On est en 64 et déjà l'idée émerge. Donc ça, c'est sur le fonctionnement des bibliothèques et qui permet de voir vraiment la différence avec ce qu'il y a maintenant. Donc la différence avec ce qu'il y a maintenant, globalement, sur notre sujet, c'est que le droit à la culture, le droit à la lecture n'était jamais brandi. À l'époque, c'était plutôt des questions sécuritaires ou des questions liées à l'amendement, au reclassement social, la réinsertion, etc. Les liens entre la lecture publique et ce qui se passe en établissement pénitentiaire sont quand même assez ténus, malgré les tentatives. Et ça va changer à partir du moment où s'arrête ma présentation, c'est-à-dire le début des années 80. En fait, en 81, on a Jack Lang qui arrive au ministère de la Culture, Robert Badinter qui arrive au ministère de la Justice, et qui vont monter une commission culture-justice, au sein de laquelle on va parler de la lecture en détention. On va avoir vraiment un intérêt, c'est-à-dire que la culture va s'emparer de ce nouveau public, tout comme elle va s'emparer des publics des hôpitaux, des publics des écoles, des entreprises, de l'armée. Et donc, va y avoir Isabelle Jeanne, ou Isabelle Jean, je ne sais pas comment ça se prononce, J-A-N, qui va faire un rapport sur la lecture dans ces milieux-là. Donc, en partie sur la lecture en prison, et qui va faire tout un tas de préconisations. Et à partir de là, on va avoir donc la commission culture-justice, le rapport d'Isabelle Jeanne. En 85, on va avoir le colloque de Reims qui parle de la culture en prison et qui aborde les bibliothèques. En 86, le premier protocole culture-justice. Et comme ça, petit à petit, on va passer de tentatives à l'échelle locale avec un peu le service central des bibliothèques, mais qui est que dans l'administration pénitentiaire, qui n'est pas du tout dans la culture. On va passer de ça à une politique interministérielle qui va engager les deux ministères. Il va y avoir des fonds qui vont être versés par les deux ministères, pas par égal, mais par les deux ministères, et donc à la volonté d'une politique interministérielle. Mais voilà, ça me semblait intéressant de voir un peu ce qui était en jeu dans la période précédente que je viens de vous présenter. J'espère que vous avez appris des choses et je vois qu'il y a quelques petites questions sur le chat, donc on va pouvoir passer aux questions. Alors, il y a une question sur depuis quand existent les fonctions d'auxiliaire bibliothécaire. Est-ce que tu as des données là-dessus? Alors, ça existe depuis bien avant la période. J'ai plus les dates en tête. Je peux regarder peut-être. Je suis pas sûre d'avoir l'info précise parce que souvent, en fait, dans les livres ou dans les archives, quand ça évoque la période précédente, c'est assez vague. Et donc, pour le détenu, où est-ce que je vais trouver ça? Je vais regarder. Attendez, si vous voulez bien que je regarde dans le mémoire. Non, j'ai pas la date. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'en 31, il y en avait déjà. Mais pour moi, dans mes souvenirs, c'est plutôt au 19e, il y en avait déjà a priori. Après, c'est pas forcément des choses qui sont documentées. Et puis, j'ai pas beaucoup étudié la période du 19e parce que c'est encore toute une autre histoire. Donc voilà, je peux que vous promettre la date de 1931 parce que là, j'ai une preuve et je pense que c'est largement antérieur. Voilà. Alors, il y a une autre question-remarque de M. Mattini, si tu peux prendre le temps de la partager.
Alors, celle de Moro Mazzini, j'ai eu la chance de lire sur l'évolution des bibliothèques populaires et donc municipales en France au XXe siècle. J'ai l'impression que les appréciations des autorités sur les goûts littéraires et l'importance accordée à la lecture sont assez similaires à ceux que vous montrez en détention, comme si malgré quelques différences, finalement, dans le fond, l'évolution aurait été très similaire dans les deux cas. En effet, c'est toujours intéressant de pas juste, quand on étudie les bibliothèques de prison, de rester enfermé dans les bibliothèques de prison en se disant « Oh là là, il y a de la censure, oh là là, ils veulent pas des romans policiers ». C'est intéressant d'aller voir du côté de la lecture publique et des bibliothèques populaires, comme vous dites. Et on voit qu'en effet, si on prend la règle des 3 pots, et notamment les policiers, il y a vraiment des bibliothèques qui interdisaient les policiers. Il y a aussi, il y avait une dimension très moralisatrice, très éducation, très rendre les gens meilleurs dans les bibliothèques municipales. Et il y avait tout un tas de fonctionnements. Donc soit on ne les acquérait pas, soit on mettait une petite pastille rouge pour dire il ne faut pas mettre ça entre les mains de telle personne, et puis une pastille orange pour dire il ne faut pas mettre entre les mains de telle personne. Soit on mettait ça dans ce qu'on appelle les enfers des bibliothèques. Donc les enfers, c'est les ouvrages qui sont considérés comme licencieux, qu'on a dans les fonds des bibliothèques, mais que on préfère ne pas prêter parce qu'on se dit que c'est pas très bon. Et donc, en effet, on a des évolutions similaires, même s'il y a quand même la question de la contrainte carcérale et l'impératif de sécurité qui va accentuer la censure quand même en détention. Mais voilà. Et ce qu'on voit, c'est aussi que, par exemple, pour le cas des bandes dessinées, j'ai l'impression que pour la lecture publique comme pour les bibliothèques de prison, c'est dans les années 70 que ça y va. Et là, il ne semble pas y avoir de décalage, comme il peut y avoir des décalages pour les autres. Mais en effet, ça demanderait peut-être à être encore creusé, mais moi, de ce que j'ai vu, il y a quand même, en effet, comme si ça se suivait un petit peu et qu'il y avait une évolution conjointe, mais avec quand même la spécificité carcérale. Ah, j'avais pas vu la deuxième partie. Partagez-vous cette idée et auriez-vous des ressources vers où nous orienter pour approfondir sur le côté social et culturel au sujet de la lecture en prison? Qu'est-ce que vous entendez sur le côté social et culturel? Je vois que vous êtes en train de me répondre. Les relations entre les bibliothèques de prison et les BU. Alors là... Ah oui, non, c'est encore autre chose, ça. J'attends le complément à ma question. Alors, est-ce qu'en attendant la suite, est-ce qu'on passe peut-être effectivement aux questions? Oui. Pourriez-vous nous redonner la citation de Marie-Thérèse Fontex et les noms des autres acteurs dont vous avez parlé? Alors, la citation est laquelle? Alors, les noms des acteurs, je peux peut-être les écrire ici. Donc, c'est peut-être les acteurs Alors, peut-être que ce que je peux vous dire, c'est que mes 2 travaux sur les activités culturelles et sur les bibliothèques pénitentiaires, je les ai mis en ligne. Ils sont consultables aux archives et à la bibliothèque de l'ENSIB, mais je trouve ça un peu dommage que ça se limite à ça. Donc, je les ai mis en ligne sur Academia. Et en fait, vous pouvez tout lire, les centaines de pages écrites avec amour. Vous pouvez tout lire ici. Mais sinon, je peux vous redire... Marie-Thérèse Fontex, je pense que la citation c'était « Elle affirme qu'une bibliothèque doit lancer les germes d'une rééducation,
certes extrêmement difficile, mais d'un intérêt si grand pour la société qu'il autorise toutes les hardiesses. Voilà. Et sinon, les autres acteurs, c'est donc Marie-Thérèse Montex, c'est 48. On a aussi Thérèse Chevanne à partir de 53. Thérèse Chevanne. On va avoir Thérèse, il y a beaucoup de Thérèse Vavrin, je ne sais pas comment ça se prononce, et Paul Henwood. Donc Paul Henwood, il est vraiment très important et je me suis beaucoup basée sur les rapports du service central des bibliothèques qui étaient assez étoffés avec Paul Henwood. Donc lui, c'est de 1963 à 1984. Donc un acteur assez clé pour notre sujet, mais qui, on voit qu'en 81, quand il commence à y avoir la possibilité d'intervention de la direction du livre et de la lecture, qui est assez réticent à laisser la culture mettre son nez là-dedans. Il faudra attendre 84 qu'ils partent et que Jeanne Borucki prenne la suite. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Il y avait la question sur le lien avec les bibliothèques universitaires. Ah oui, alors ça, ça, je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse précise parce que en prison, si on prend le rapport de Isabelle Jeanne ou Isabelle Jean, qui traite des bibliothèques, voilà, c'est l'arrivée du ministère de la Culture et de la Justice qui veulent faire une politique interministérielle. On lui demande de faire un rapport et elle étudie les bibliothèques et elle fait le constat qu'il y a une dissociation entre les bibliothèques de loisirs, dites de loisirs, qui sont celles que j'ai étudiées, et les bibliothèques scolaires. En fait, il y a de l'enseignement en prison et il va y avoir des livres qui vont être achetés exprès pour ces bibliothèques scolaires et qui vont être non pas sur les rayonnages de la bibliothèque dont j'ai parlé, mais sur des rayonnages de bibliothèques propres à l'enseignement et donc qui sont réservés aux étudiants. J'ai pris le parti de concentrer mon étude sur les loisirs, donc j'ai peu d'éléments sur ces bibliothèques scolaires. Cependant, je sais qu'il y a des achats qui sont faits parfois par les détenus eux-mêmes, hein, et qu'il y a aussi des dons qui sont faits par des professeurs qui viennent intervenir. Donc peut-être que c'est là le germe des liens qu'on pourrait faire avec la BU, mais je n'ai pas d'informations, j'ai pas d'historique sur les relations entre les bibliothèques de prison et les BU. Je pense qu'il faudrait faire des recherches spécifiquement sur en fait l'enseignement en prison, qui est encore un autre sujet et qui va donner lieu ensuite à des protocoles, non pas avec le ministère de la Culture, mais avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc c'est encore une autre histoire à écrire que je ne peux qu'effleurer très humblement ici. Alors, s'il y a des questions peut-être ou des remarques qui arrivent encore, n'hésitez pas avant qu'on termine cette matinée sur ce sujet passionnant. Moi, j'ai envie de réagir effectivement sur les chariots dont vous avez parlé, Flora, qu'on a vu refleurir pendant cette crise sanitaire en détention. Et effectivement, voilà, on a revu ce type de chariot s'installer dans les coursives de la détention. D'accord. Voilà. C'est encore d'actualité. Très bien, très bien. Dans les situations de crise. C'est ça. Alors, si on regarde le chat, oui, c'est la suite des remarques. 5 minutes. Si vous avez des questions aussi sur l'état des lieux actuels des prisons, je crois que Marion est connectée par téléphone, donc il ne faut pas hésiter. Et effectivement, tous les travaux, c'est bien Flora que vous ayez mis le lien pour consulter vos 2 travaux, parce qu'il y a effectivement aussi un travail plus général sur la culture en prison. C'est ça, et si vous êtes intéressé par vraiment creuser la question des réformes, des missions, toute l'histoire du corps des éducateurs, des assistantes sociales, il est plus développé dans mon travail sur les activités culturelles que dans la partie sur les bibliothèques. Il y a vraiment tout
Pas tout, non, mais il y a plus. Anaïs qui est en train de taper, on va attendre de voir quand même avant de terminer. Alors effectivement, il y a la remarque actuellement sur la crise sanitaire, on n'est toujours pas revenu à un fonctionnement normal des bibliothèques de prison. Nous, on a le cas en Normandie, effectivement, on a des bibliothèques qui sont réouvertes, mais en jauge restreinte, avec des créneaux horaires restreints, en limitant la consultation sur place. Donc tout l'aspect social des bibliothèques qui a mis du temps à se mettre en place, effectivement, est à retravailler dans cette situation de crise sanitaire, et avec effectivement le développement du portage qui a été mis en place, qui a des points positifs, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des chiffres plus importants d'emprunts quand il y avait du portage. On revit ça aussi actuellement, nous, dans les établissements pénitentiaires de Normandie. Il y a eu plus d'emprunts par portage que de fréquentation sur place. Mais on n'a pas tout à fait le même usage de la bibliothèque dans ces cas-là. Alors, il y a une question effectivement d'Anaïs Alexandre. Avait-on à cette époque des informations sur les usagers des BP? Étaient-elles fréquentées par des détenus d'une certaine classe d'âge, par exemple? BP, c'est bibliothèque publique ou bibliothèque pénitentiaire? Bibliothèque pénitentiaire. C'est là qu'on voit les deux mondes. Bibliothèque pénitentiaire. Mais elles n'étaient pas fréquentées, déjà. Elles n'étaient pas fréquentées par des détenus puisqu'ils ne rentraient pas dans la bibliothèque. Après, quelque chose sur lequel je ne me suis pas beaucoup attardée, c'est que alors, pour les bibliothèques, je n'ai pas énormément d'informations. Par contre, pour les activités culturelles, et je pense que les bibliothèques, c'est un peu équivalent, va y avoir une très grande disparité de traitement en fonction des catégories de détenus. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un exemple sur les bibliothèques, à la prison-école, donc qui est plutôt pour les jeunes, de Loos, dans le Nord. Attendez, est-ce que j'ai une citation, je crois. C'est où? C'est ça. Oui, tous les détenus n'ont pas les mêmes droits, et donc à Loos, l'emprunt des livres est réservé en 1954 uniquement aux détenus qui achètent des livres et qui en font don à la bibliothèque. Donc là, on n'est pas trop dans la notion du service public. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir les moyens de s'acheter des livres et de les donner, et ensuite on a le droit au fonds commun de la bibliothèque. Et je pensais à ça parce que c'est... alors, par où prendre le sujet ? Peut-être prendre le sujet par le fait que déjà entre les différentes, donc il y a différentes catégories de détenus et il y a différents établissements pénitentiaires, et par exemple pendant très longtemps on a mis de côté les maisons d'arrêt parce que les maisons d'arrêt c'était compliqué, il y a beaucoup de turnover, les gens restent pas longtemps, donc on n'a pas le temps de faire de l'amendement du condamné, de soigner son âme, il s'en va trop vite, donc quelque part c'est pas la peine. Et donc ça va prendre du temps à être modifié. Au début, vraiment, les maisons d'arrêt sont les parents pauvres de beaucoup de choses et des bibliothèques. Et également, un autre clivage, c'est donc dans la première partie, je vous disais qu'il y avait la réforme Amor dans les années à partir de 45, la réforme Amor qui vise à tout ce qu'on a dit là, d'améliorer le détenu. Mais en fait, cette réforme, on parle énormément de ça, mais il ne faut pas que ça ne fasse oublier que ça n'a lieu que dans quelques rares établissements, qui sont les établissements qu'on dit réformés. En fait, c'est des établissements dans lesquels il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'observation, où on observe le détenu, on voit comment il se comporte. On a la phase, ensuite, je crois, d'éducation, puis de confiance, puis de semi-liberté. Donc, dans un même établissement, il va changer de phase, et plus ça va aller, plus il va avoir de droits. Plus il va avoir droit aux activités culturelles, plus il va avoir le droit, peut-être, je ne sais plus ça, mais je crois que parfois il a le droit d'emprunter plus de livres à partir d'un certain moment. Donc là, on a une sorte de gradation, d'échelle de l'accès à la bibliothèque qui existe.
donc ça, c'est au moment de la réforme à mort. Et puis, au moment de la réforme de 75, on va avoir la création des centres de détention. Donc, on va avoir la distinction. Il y a les maisons d'arrêt, c'est les courtes peines et les prévenus. Et puis, on a les deux types d'établissements qui sont pour les longues peines, les maisons centrales et les centres de détention. Les maisons centrales, c'est un peu les condamnés... Je schématise, hein. C'est un peu les condamnés où on se dit que de toute façon on ne pourra rien en faire, je schématise. Et les centres de détention, c'est ceux où on se dit qu'on a une réinsertion à préparer et une réinsertion possible et donc une amélioration possible. Et donc là, il va y avoir énormément qui va être mis sur les centres de détention, plus que pour les maisons d'arrêt ou les maisons centrales. Voilà, et souvent aussi la question des jeunes va être, on va avoir plus d'attention qui va être apportée à la rééducation des jeunes et à leur instruction et à leur accès à la bibliothèque. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc, les jeunes. Ça répond à la question. Alexandra, merci beaucoup. Merci. Marion Cardramo, est-ce que vous avez des choses à ajouter pour conclure aussi cette matinée sur la lecture en prison, si vous avez la possibilité d'intervenir? Non, je crois que la connexion avec Marion est encore compliquée. Oui, je suis désolée, la connexion est vraiment très problématique, mais en tout cas, je souhaite une nouvelle fois vous remercier pour cette invitation et j'abonde totalement dans tous les propos que Flora a pu présenter et qui montrent comment toute cette histoire, cette historique a abouti à la politique actuelle des bibliothèques en détention. Donc c'est réellement le fruit d'un long historique qui a pu s'encadrer, se structurer, notamment depuis la rédaction et la signature des protocoles d'accord interministériels entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice. Merci beaucoup Marion pour ce petit mot de conclusion. On va vous quitter là. Et il y a une question sur les associations. Alors, à quelle époque? Ça va être ça, la question sous-tendue. Flora, tu n'as pas ton micro d'activé. C'est ça. Est-ce que les associations, à quelle époque? Est-ce que c'est une question pour Marion ou est-ce que c'est une question pour moi? Et quel type d'association? Alors, je ne sais pas si M. Madini, vous pouvez préciser votre question pour qu'on puisse y répondre. Alors, les partenariats dépendent des associations 1920 et les collectivités, le ministère de la Culture n'a pas trop la main dedans. Marion, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Comme c'est plus une question actuelle. Oui, la question. Alors, on ne vous entend pas bien du tout. Non, on ne vous entend pas. Bon, bah, ce sera pour une prochaine fois. Mais les bibliothèques de prison, ce qu'on peut quand même ajouter, dépendent à la fois du ministère de la Justice et quand même du ministère de la Culture par les protocoles d'accord interministériels et les circulaires qui mettent en place effectivement les préconisations pour le fonctionnement des bibliothèques de détention. Il y a des textes qu'on peut retrouver sur le site du ministère de la Culture, bien sûr, sur cette question-là.
dont la circulaire de 2012 avec une fiche technique pour les bibliothèques de détention particulière dont a parlé Marion Cardraon tout à l'heure, qu'on peut trouver en ligne, qui aborde tous les points essentiels pour la gestion des bibliothèques de détention. Je pense que tout le monde, voilà. Tout le monde doit y aller. Pour nous quitter, en tout cas, on est très heureux d'avoir pu proposer cette intervention en ligne aujourd'hui, qui a permis de toucher effectivement un public beaucoup plus large que notre groupe d'échange de Normands habituellement en présentiel. Et on espère effectivement que ça apporte des éléments de contexte sur ce qu'on vit, voilà, sur le développement des bibliothèques de prison. Et on attend effectivement le prochain protocole d'accord national avec impatience sur cette question de la culture en prison, et qui abordera certainement la lecture. On vous remercie beaucoup. C'est ma mission d'interrompre l'événement, ce qui n'est pas facile. Merci beaucoup, Flora, pour cette intervention. Merci beaucoup, Marion Cardraon, également. Et, merci à vous aussi. Avant que tu coupes, je dis mon merci aussi. C'est un plaisir pour moi, c'est vraiment essentiel que la recherche historique puisse sortir du cadre des historiens. Et donc, je suis ravie d'avoir choisi ce sujet qui permet d'apporter des éclairages à des problématiques actuelles qui m'intéressent beaucoup. Et donc voilà, donc je suis ravie d'avoir pu vous livrer un petit peu ces années de travail. Eh ben, super. Et on est très heureux parce qu'on a été dépassé par le succès des inscriptions et des demandes d'inscription pour cette visioconférence, où il y avait plus de 145 personnes d'inscrits et qui recevront dans tous les cas, même s'ils ne pouvaient pas être présents au final, le lien pour la retransmission de cette conférence. Merci à tous et bonne journée. Merci.